questions. Maintenant, la parole revient au Malien du groupe Gilles Holder, anthropologue Makoter Imaf CNRS, qui va nous entretenir sur une publication intitulée D'un djihad à l'autre, entre émancipation et contestation des droits forestiers, la remobilisation contemporaine de la DINA au centre du Mali. Gilles, si tu es avec nous, tu as la parole pour 20 minutes. Je sais que tu aimes beaucoup parler, mais je vais veiller à ce que le temps soit respecté. Merci bien. Merci, monsieur le modérateur. Je te fais remarquer que je n'ai pas dit un mot depuis le début. Non, je sais, parce que je ne l'ai pas permis. Voilà, donc je rebondis sur l'expression que tu as utilisée en introduction sur la question de l'endogénéisation du djihad, qui est tout à fait exact et qui est en quelque sorte le fil conducteur ou le fil rouge de ces exposés. Parce qu'à la fois, il y a des similitudes, notamment avec l'exposé de Charles, mais il y a aussi des spécificités dans ce que je vais vous raconter. Et comme vous le savez, le conflit au centre du Mali a de multiples facteurs. Il y a l'argument religieux, qui expliquerait une sorte de contagion djihadiste, mais c'est un argument qui est aujourd'hui largement nuancé. Et on invoque aussi souvent le conflit intercommunautaire. Une autre lecture du conflit est celle des modes de production, avec une économie pastorale qui empiéterait de plus en plus sur les terres agricoles et surtout sur le phénomène de culture de contre-saison. Cette surexploitation de la terre constituerait ainsi l'un des facteurs de paupérisation des pasteurs et des bergers. Alors qu'on entend bien, un pasteur et berger, c'est les gardiens de troupeaux, ce n'est pas les éleveurs propriétaires, qui seraient à l'origine de la conflictualité justement avec les cultivateurs. Tout cela n'est pas sans fondement, bien sûr, mais la crise qui s'est développée au centre du Mali et son prolongement jusqu'au Burkina Faso ne peut pas se réduire au seul mode de production, d'autant que ces conflits ne datent pas d'aujourd'hui. Enfin, troisième argument, l'absence ou la faiblesse de l'État dans la délivrance des services publics et dans l'application des normes. On a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'école pour les Daoussa, que les Daoussa étaient privés d'école, et aussi dans l'application de normes qui permettent de réguler les activités agricoles et pastorales selon des règles stables et non modifiables par influence ou par corruption. Mais quel que soit le degré de pertinence de ces principales lectures, il manque, à mon sens, et je crois qu'on en a fait l'expérience avec les deux exposés précédents, un cadre général d'analyse sans lequel on ne peut pas comprendre la dynamique des conflits armés au Sahel. En l'occurrence, c'est la prise en compte de l'histoire, qu'elle soit micro ou macro, mais aussi la prise en compte du social, du politique, c'est-à-dire des relations entre les communautés qui vivent dans la région. Loin des clichés d'une société plurielle et harmonieuse qui aurait été perturbée par la modernité, au Mali comme ailleurs, l'histoire est remplie d'épopées, de conquêtes, de héros faiseurs d'État, mais aussi de tyrans et de marchands d'esclaves. Alors, si l'histoire constitue le champ d'analyse de la structuration sociale et politique, il y a aussi les mémoires des groupes sociaux qui conservent une sorte de trace traumatique des luttes de pouvoir internes. Histoire et mémoire permettent de saisir la conflictualité sous un angle diachronique et conduit finalement à articuler le contexte d'un État malien qui n'a plus, ça a été dit tout à l'heure, le monopole de la violence, légitime ou illégitime, avec des modalités locales de mise en œuvre de cette violence. Partant, l'hypothèse générale que je vais proposer est la suivante: la stratification sociale qui est historiquement constituée et le contrôle qu'exercent aujourd'hui encore les aristocraties peules sur le foncier pastoral et agraire sont au cœur de la conflictualité au centre du Mali. Alors, c'est certes mon hypothèse, et je vais essayer de vous entraîner, de vous le démontrer, mais c'est aussi l'argument des prédicateurs comme Amadou Koufa, qui s'adresse essentiellement aux groupes subalternes, marginalisés, et qui leur propose une relecture idéologique de leurs conditions d'existence. À travers WhatsApp notamment, Koufa fait circuler des prêches qui font appel à une rhétorique révolutionnaire forgée sur une lecture sociale de l'islam à l'adresse des populations foulaphones subalternes. Depuis 2014-2015, il prêche ainsi pour l'instauration d'un régime chariatique, seul capable, selon lui, d'assurer la justice et l'égalité sociale. Et pour cela, il estime nécessaire de faire la guerre sainte contre ceux qu'il appelle les ennemis de l'islam, à commencer par l'oppresseur des vrais musulmans que serait l'État malien,
accusés d'avoir rallié le camp des croisés, c'est-à-dire des Occidentaux. Mais à mesure que la répression de l'armée malienne s'accentue, et au fil des attaques des groupes d'autodéfense comme Damna Massagou, la rhétorique révolutionnaire de Koufa va évoluer. Il s'agit maintenant d'une lutte contre ce qu'il appelle l'État Bambara, reprenant ainsi une histoire du djihad Peul et de la Dina du XIXe siècle, où il établit une sorte d'équivalence entre Ségou Fanga et Mali Fanga. Cet appel au djihad a rencontré l'adhésion de certaines catégories foulaphones subalternes. Et j'insiste sur le terme foulaphone. Parler le Peul n'est pas nécessairement être Peul. Il y a suffisamment de Peul dans la salle et connecté pour le dire. Alors, ces catégories subalternes, ce sont d'abord les pasteurs et les bergers qui sont socialement déclassés et qui sont surtout taxés de façon excessive par ceux qu'on appelle les Joroen, les Dioros si vous voulez, les détenteurs des droits sur les herbages qui ont été accordés jadis par la Dina. Ce sont ensuite les descendants d'esclaves Peuls, un groupe qui est numériquement et économiquement important, mais dont l'origine servile a été largement rendue invisible au fil des décennies. Ces descendants d'esclaves sont ceux qu'on appelle Rimaïbe, un Peul, un terme Peul qui ne veut pas dire esclave proprement dit, puisque l'esclave c'est le machudo, le pluriel machube, mais qui le désigne par euphémisme, puisque Rimaïbe signifie littéralement ceux qui ne sont pas nés. Ces Rimaïbe, ou plus exactement leurs aïeux, ont en effet été achetés ou capturés et ne sont donc pas issus d'une famille Peul. Ils ne sont pas nés. Ce en quoi ils se distinguent des maîtres, les Rimbe, au singulier Dimo, terme Peul que l'on traduit souvent à tort par noble, mais qui signifie symétriquement ceux qui sont nés, et à ce titre, qui peuvent se prévaloir d'une lignée Peul attestant de leur origine libre. De cette hypothèse générale découle une série d'autres hypothèses secondaires que je résumerai ainsi. La fragmentation du monopole de la violence légitime de l'État depuis 2012 a fait réapparaître des antagonismes régionaux non réglés qui ont conduit les groupes sociaux dominés, c'est-à-dire les descendants d'esclaves, ou déclassés, les pasteurs, les bergers, à opérer une sorte de retour sur l'histoire sous la forme de règlements de compte violents tournés à la fois vers la société en interne, la société Peul, et l'État malien en externe. S'agissant des descendants d'esclaves, on doit se demander comment, puisque c'est essentiellement l'objet de cette communication, on doit se demander comment on en est arrivé là, alors que depuis 175 ans, les textes abolitionnistes d'origine coloniale, internationaux, constitutionnels, législatifs s'accumulent pour lutter contre ce phénomène. Je peux les citer. Il y a le décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises du 27 avril 1948, la conférence de Berlin en 1885, le décret du 12 décembre 1905 relatif à la répression de la traite en AOF, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, la loi malienne relative à la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées en 2012, sans parler des préambules constitutionnels qui proclament les hommes libres et égaux en droit. Il faut dire que ce problème d'esclavage par ascendance a longtemps été occulté, aussi bien par les autorités que par les universitaires occidentaux et africains qui préféraient parler d'esclavage coutumier. D'un côté, on se retrouvait avec un esclavage au sens strict, pour autant qu'il était relatif à la traite atlantique des Occidentaux ou orientale des Arabes, et qu'il relevait d'une exploitation économique et du racisme envers les Noirs. De l'autre, il s'agissait d'un simple esclavage coutumier parce qu'il était considéré comme interne aux sociétés africaines et qu'à ce titre, il ne relevait que des guerres passées, par les captures, avec comme finalité l'intégration sociale de ces esclaves. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cette dichotomie, il y a beaucoup à dire, mais surtout souligner le fait que cette fiction bien commode ne tient plus du tout aujourd'hui. Et le problème est en effet devenu si politiquement préoccupant, et on a tous en tête le choc de l'assassinat de Diogo Sidibé en 2022, donc sur une autre région, mais qui en est le dernier épisode sordide, qu'un avant-projet de loi portant code pénal a été présenté en juillet 2022 dans ce sens. Et dans ce projet,
figure un volumineux chapitre 4 intitulé Des atteintes aux libertés des personnes, chapitre quasiment tout entier dédié à la question de l'esclavage et de la traite. Alors, si l'État malien marque ici véritablement la volonté d'en finir avec cette question de l'esclavage, le problème, c'est que c'est à partir du droit islamique qu'on qualifie là encore de droit coutumier. Le terme coutumier sert beaucoup à euphémiser beaucoup de choses. Donc, c'est à partir du droit islamique que les normes de l'esclavage sont déterminées dans ce milieu peul. Or, ce droit coutumier, cette charia, sur laquelle s'appuient les maîtres pour justifier leur droit de propriété à la fois sur les terres et les hommes, remonte à l'État islamique de Hamdallah, la Dina, fondée par les Peuls au début du XIXe siècle. La Dina, donc en langue peul qui désigne l'État islamique de Hamdallah, de l'arabe din, qui signifie religion, a en effet bouleversé tout le delta intérieur du Niger et au-delà même, poussant jusqu'à Tombouctou au nord, Ségou au sud-ouest et en passant par les communautés peules implantées plus à l'est dans l'actuel Burkina Faso. Ce n'est donc pas surprenant que la Dina constitue aujourd'hui encore le point de référence d'une histoire glorieuse de l'hégémonie politique peul dans la région. Et par contre-coup, elle est aussi le point de référence terrifiant des populations non peules qui se sont vues au pire réduites en esclavage, au mieux assujetties et tributaires. Car en fait, le marquage mémoriel de la Dina tient moins à la question politique et religieuse, comme on pourrait le penser, qu'à la reconfiguration socio-économique qu'elle a opérée, en particulier en sédentarisant la population peul et en densifiant une économie de la servitude. C'est que cette économie tenait d'abord aux besoins stratégiques de l'État. La batellerie, la construction de bâtiments, l'entretien du domaine public, le confiage des troupeaux, le comptage des coris, etc., etc. Une large partie de ces activités était assurée par ce qu'on appelait les esclaves d'État, Rimaïbe Bet al-Mal, constitués des individus qui avaient subi une condamnation judiciaire ou qui avaient été achetés dans les marchés d'esclaves ou encore qui avaient été capturés à la guerre et au djihad. Les besoins de l'État étaient aussi assurés par une importante fiscalité. Je les cite très rapidement. L'impôt canonique de la zakat al-mal, qu'on appelle diaka en fulfulde, le prélèvement pieux de la rupture du ramadan ou moudou, les taxes commerciales ou usuru, l'impôt de contribution à l'effort de guerre pour ceux qui ne combattaient pas, pabe. Cette fiscalité était globalement supportée par les Peuls et les populations islamisées qui étaient reconnues par Hamdallah, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les mondes urbains Marca et Sonrai. Les cultivateurs Dogon ou Bambara, considérés comme païens, je mets des guillemets sur le terme païen, mais étant malgré tout de statut libre, devaient quant à eux s'acquitter d'un impôt sur la récolte qui était réservé aux non-musulmans, qu'on appelle le karaji, en arabe karaj. Enfin, il y avait une sorte de pseudo-fiscalité qui s'appelait spécifiquement aux esclaves établis et assignés à la culture céréalière, le djangal. C'était un impôt par capitation qui concernait uniquement les rimaïbés et qui consistait à fournir aux maîtres un tiers de leur production agricole au titre de leur statut servile. À cela s'ajoutait l'obligation d'affecter les filles aînées au service domestique de leur maître. Par son caractère systématique, cette économie de la servitude est avant tout une conséquence de la politique de sédentarisation de la Dina, et je m'explique. Celle-ci va en effet amener les Peuls à constituer une main-d'œuvre non peul pour cultiver la terre, qui sera installée dans une série de villages de culture appelés Sare, par opposition au campement du maître qu'on appelle Uru. L'État sédentarisé a ainsi agrégé une main-d'œuvre servile massive, dont seule une petite partie restait au sein des Uru pour le service domestique, tandis que tous les autres exploitaient les terres afin de répondre à la fois aux besoins de l'État ou du maître et assurer leur propre subsistance. Au moment de la conquête coloniale de la région, en 1893, l'économie servile qui avait été mise en place par la Dina était toujours effective. En 1894, le commandant d'Estenal donnait le chiffre grossièrement estimé de 2/3 des personnes réduites en esclavage chez les Peuls du Massina et autant chez les Bambara de Ségou. 15 ans plus tard, l'enquête sur la captivité en Afrique occidentale française, lancée par l'administration coloniale, confirmait des proportions de 1894, en estimant que les esclaves du cercle de Djenné, auquel était alors rattaché le Massina,
représentaient environ 75% de la population foulaphone. En 1910, les chiffres s'affinent et l'administration dénombre alors 30 000 esclaves pour 8 000 personnes libres, montrant que les proportions des 2 tiers d'esclaves n'avaient quasiment pas bougé jusqu'en 1910. C'est dans ce contexte socio-économique que l'administration coloniale, qui avait obligation depuis 1905 d'abolir les régimes de captivité et de traite, va élaborer un certain nombre de solutions. S'agissant plus particulièrement du Massina, au sens large du terme, et compte tenu de l'ampleur de la population servile présente dans la région, l'administration coloniale élabore un projet d'accord entre les Peuls et leurs esclaves, qui sera conclu en décembre 1908 et qui est connu sous le nom d'accord de Tenenku. Il était en effet placé sous l'égide de l'amirou de Tenenku, qui faisait figure d'héritier du commandement de la province centrale du Massina au temps de la Dina, et l'accord était défini en 6 points. L'objectif principal visait à faire accepter aux Peuls la libération de leur rimaïbé et de remplacer l'impôt de servitude, le djangal, par un simple loyer sur la terre fixé à 1/6 de la récolte au lieu du 1/3 du djangal. En échange, l'administration coloniale reconnaissait les droits de propriété foncière aux Peuls qui avaient été délivrés à l'époque par la Dina. Dit autrement, l'accord de Tenenku transformait le rapport d'esclavage, charge sur l'individu, en métayage, charge sur la terre, en échange de quoi les anciens maîtres maintenaient leurs ressources économiques et conservaient la propriété foncière acquise sous la Dina. L'accord ne durera pas. D'un côté, les Peuls constatent rapidement la baisse de leurs revenus. De l'autre, les rimaïbés, qui sont désormais juridiquement libres, acceptent mal de s'acquitter d'un loyer d'un sol qu'ils cultivent depuis 4 ou 5 générations et dont l'administration coloniale venait de surcroît d'en donner la propriété exclusive à leurs anciens maîtres. Or, l'hypothèse que je défends ici s'appuie précisément sur les conséquences de cette tentative d'accord qui articulait la question foncière à l'esclavage par ascendance, avec comme arrière-fond, largement sous-estimé, le droit islamique issu de la Dina. Si l'État colonial n'a pas vu les conséquences de la reconduction des anciens maîtres Peuls en tant que propriétaires de la terre, l'État malien, en dépit de la création d'un observatoire du foncier récent, n'a pas non plus résolu, sinon anticipé même le problème. De fait, en vertu des actes juridiques rédigés par la Dina au XIXe siècle, qui ont toujours valeur d'actes sous seing privé, les anciens maîtres détiennent de façon légale la propriété foncière. Or, ce faisant, les représentations sociales du monde Peul, dans les représentations sociales, les descendants d'esclaves continuent aujourd'hui encore à payer un loyer sur les terres qui appartiennent aux descendants des maîtres. Ce loyer, pour les uns et les autres, est identifié comme un djangal dans le registre du mémoriel. Et il est aussi le symbole d'une incapacité à accéder à la propriété foncière pour le descendant d'esclaves. C'est ce rapport conflictuel interne au monde Peul, négligé par l'administration coloniale et non résolu par l'État malien, qui est aujourd'hui exposé au grand jour à travers une radicalité et une violence rendues possibles par la conjoncture insurrectionnelle de 2012. En 2010, le sous-préfet du cercle de Douinza reconnaissait, je le cite, « Malgré que l'esclavage ait été aboli de façon officielle, il existe toujours dans la commune de Douinza, donc, une domination des anciens maîtres Peuls sur les anciens esclaves. Cela se fait constater sur plusieurs plans. Sur le plan politique, rares sont les rimaïbés qui acceptent de prendre des postes de responsabilité. Sur le plan social, les rimaïbés se marient difficilement avec les Peuls Dialoubé et Wehébé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont arrivés à franchir ce cap, mais ils sont très rares. Nous, autorités, pensions que ce phénomène n'existait plus dans ce pays. Mais c'est ici que je me suis rendu compte que l'esclavage existe jusqu'à nos jours. Ce témoignage a été recueilli par Boukari Sangaré en 2010, dans le cadre de son mémoire, qu'il a soutenu avec Nafé Keïta. Gilles, tu as épuisé ton temps, je peux te donner 2 minutes. J'ai 2 minutes, d'accord. On a l'habitude de dire, et c'est en partie vrai, que la gouvernance de l'État malien et la logique du tout sécuritaire ne sont pas étrangères au changement d'échelle de la violence au centre du Mali. Mais paradoxalement, c'est depuis la démocratisation des années 90 que la violence s'exacerbe, en particulier autour d'une décentralisation
qui va être assortie d'une fonciarisation de la terre, c'est-à-dire sa monétarisation. On voit alors que l'administration locale est de plus en plus corrompue parce que de moins en moins contrôlée par le pouvoir central et s'allie par intérêt financier aux propriétaires fonciers, Peul, à commencer par les Joroen. Cette classe de propriétaires qui détiennent leurs droits et privilèges de la DINA et confirmés depuis l'époque coloniale, peuvent alors spéculer en toute impunité sur les transactions foncières, augmenter les loyers agricoles et multiplier les droits de passage des troupeaux dans leurs herbages. Alors, comme je suis pris par le temps, oui, non, c'est bon. Toujours en 2010, le secrétaire général de la mairie de Douinza explique « Ce qui fait la domination des Rimbe sur les Rimaibé, c'est par rapport à l'accès à une superficie cultivable. Les Rimaibé sont obligés de se soumettre aux conditions que proposent leurs anciens maîtres pour qu'ils accèdent à ces terres cultivables. Sinon, un Dimaggio, donc c'est le singulier de Rimaibé, qui a son champ, n'a pas besoin de n'importe quel Ndimo, car il se suffit à lui-même. Les contrats de location de ces terres varient selon les milieux. Ici, le propriétaire met le champ et les semences à la disposition de l'exploitant, qui ne fournirait que la force physique pour cultiver. À la récolte, le partage est équitable entre les deux. Toujours cité par Bukale Sangaré. On voit dans ce témoignage les conséquences tardives de l'accord de Telenku. Or, dans un tel contexte, les populations stigmatisées par une ascendance qui les discrédite en termes d'accès aux responsabilités et à la propriété foncière interrogent les mémoires traumatiques de l'esclavage. Je finis par là. Le réveil des Rimaibé, à défaut de résilience, passe par la réappropriation du modèle djihadiste comme mouvement de libération, exactement comme le djihad que les Peuls avaient lancé au début du XIXe siècle pour lutter contre l'hégémonie de l'État esclavagiste de l'État de Ségou. Quelle que soit la profondeur de la foi religieuse qui animerait les djihadistes de ce XXIe siècle, auquel on promet de mourir en martyrs, l'engagement des descendants d'esclaves dans la violence revêt un sens assez précis. S'affranchir de leur statut de subalterne en se réappropriant symboliquement le djihad de leurs anciens maîtres pour combattre ces derniers. Au sein du monde Peul, où la distinction entre libre et non libre est socialement structurale, la question de l'esclavage par ascendance reste incontournable. Mais pour cela, il faut entrer dans l'intimité de la société Peul, ses représentations collectives, ses normes pratiques qui mobilisent en particulier la loi islamique. Il faut aussi tenir compte de la dimension diachronique et de la stratification des pouvoirs pour aller au-delà de l'analyse purement factorielle d'une crise dont les experts, le gouvernement, ne savent pas dire autre chose qu'elle est multidimensionnelle. La lecture anthropologique et historique que je propose ici permet de réinterroger le régime de violence qui s'est installé au centre du Mali et qui s'est étendu au nord-est du Burkina Faso. Loin de la doxa sécuritaire contre le djihadiste, le terroriste ou le bandit, qui sont autant de figures essentialisées de l'arabe, du touareg, du peul et finalement du pasteur qui incarne l'irréductible altérité, le djihad au Mali est moins le signe d'une radicalisation de l'islam que celui d'une islamisation de la révolte radicale, selon l'heureuse formule de l'anthropologue Alain Berthaud. Héritière d'un djihad émancipateur du XIXe siècle, les aristocraties peules se voient aujourd'hui victimes de leurs anciens esclaves qui mobilisent à leur tour un djihad du XXIe siècle qu'ils considèrent aussi libérateur qu'il l'était 2 siècles plus tôt. Ainsi va le djihad par ascendance. Voilà, je vous remercie. Merci bien, Gilles. Donc, on va donner la parole à ceux qui sont en ligne, si jamais il y a des doigts. Sinon, on prendra les réactions en salle. Est-ce qu'il y a des doigts pour le moment? Il y a Amadou. Oui, Amadou, tu as la parole. Merci beaucoup. Je vais profiter de la dernière citation du présentateur. Le djihad est moins une radicalisation de l'islam qu'autre chose. Et c'est vrai, c'est pour cela que j'avais demandé de définir le djihad avant de continuer. C'est autre chose. Il y a d'autres formes de djihad que cette violence qu'on connaît aujourd'hui. Et tous les chefs djihadistes maliens traînent derrière eux des frustrations sociales. Il y a la gestion de Kidal avec leur communauté, avec les communautés opposées.
Koufa, on vient comment on appelle là, la présentation est éloquente sur la frustration qu'il porte par rapport à la stratification sociale en milieu Peul. Et c'est la même chose que Mme Diko, qui portait une frustration du comportement des responsables religieux vis-à-vis des riches. Donc, en dehors du djihad, ils ont ces frustrations qu'ils portent et qu'ils tiennent à exprimer. Et ils profitent en réalité aussi des conflits intercommunautaires et des frustrations sociales pour mobiliser les jeunes derrière eux. Donc, et c'est pour cela qu'ils se positionnent du côté des faibles pour les mobiliser contre souvent l'effort ou l'État. Et c'est comme ça qu'ils parviennent jusqu'à présent à recruter. Les gens se demandent comment est-ce qu'ils le recrutent. Je finirai par le point, à un moment donné, ça circule au Mali, Peul égale djihadiste et djihadiste égale à Peul. Je pense que vous, les chercheurs, vous devez vous plancher sur ce problème-là afin de clarifier la lanterne des uns et des autres. Et parmi les gens qui ont installé le djihad au Mali, en cas des années 2010 à aujourd'hui, il n'y a aucun chef Peul là-dedans. Koufa fait partie de la troisième vague qui a rejoint les djihadistes. Il n'y a aucun chef Peul là-dedans. Et les gens oublient qu'il y a toutes les communautés là-dedans. Certains oublient qu'au centre, qu'il y a toute une katiba Dogon, dirigée par des Dogons et uniquement constituée de Dogons. Donc, je pense que ces débats, on doit le porter pour pouvoir éclairer les uns et les autres par rapport à ce djihad-là. Merci. Merci bien, Amadou. Est-ce qu'il y a un deuxième intervenant en ligne? Il y a Soumana Maïga. Soumana Maïga. Et Abdoulba. Et Abdoulba. Donc, Soumana Maïga, puis Abdoul. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci au professeur Holder pour la qualité de sa présentation. Moi, j'aimerais qu'il revienne un peu sur l'impôt sur les récoltes. Si j'ai bien noté, il a dit que c'est un impôt qui concerne les païens. Et ce que nous savons, c'est qu'en islam, ce type d'impôt concerne tous ceux qui sont musulmans. Voilà, donc s'il peut revenir un peu sur ça pour qu'on soit beaucoup plus édifié. Merci beaucoup. Merci. Et l'autre, c'est Abdoulba. Abdoulba. Monsieur Abdoulba. Abdoulba. Oui, vous avez la parole. Bonjour. Vous pouvez parler fort, on ne vous entend pas. Okay, merci pour moi. Ok, ma question est la suivante. Vous me recevez? Oui, c'est bon. C'est de savoir si le professeur Gilles s'est intéressé sur la façon dont les esclaves font pour se racheter. Par exemple, au soldat de Saïs, un esclave riche peut proposer à son maître de payer une somme importante d'argent pour se libérer. Sauf que même si ce dernier se rachète, il y aura des répercussions sur ses descendants. Par exemple, un esclave peut devenir noble, mais ses enfants ou ses descendants ne vont pas se marier avec les nobles. Ils seront toujours, voilà, même si la personne se rachète, il y aura toujours des répercussions sur sa descendance. Merci. Et un dernier intervenant en ligne, c'est Ibrahima Poudjougou. Oui, merci Gilles pour la présentation. J'avais une petite question. En fait, j'avais envie de te demander si tu pouvais revenir sur la question de la mobilisation de la mémoire ou des mémoires des différentes populations qui, dans ce contexte-là, sont parfois les mêmes récits sont utilisés de différentes manières et pour différents motifs. Donc, comment ces mémoires-là alimentent ou augmentent la violence dans le centre? Merci. Bien. Gilles, tu as la parole pour réagir déjà à ces trois prises de parole, quatre même. Oui, merci. Merci pour ces questions très importantes, intelligentes. Amadou a fait une contribution et puis aussi a voulu souligner à juste titre que les Katibas ne sont pas ethniques ou ne sont pas ethnicisés et qu'il faut pouvoir les considérer justement d'un point de vue social, d'un point de vue de la construction sociale, notamment de la marginalité, du subalternisme, plutôt que sur des simples rapports communautaires. Et j'ajouterais à cela le fait que, par exemple, dans la région sud de Djenné,
les Rimaïbé ne font pas appel au Katiba pour s'affranchir de leur maître, mais ils font appel aux Donson, aux chasseurs. Donc, on voit bien que les registres peuvent varier selon les situations, selon qui détient le monopole légitime de la violence ou de la violence plus ou moins légitime localement. Pour Soumana, à ma connaissance, c'est possible, et je sais que tu es un grand connaisseur des aspects juridiques de l'islam, mais le Karaj, sous la Dina, et je parle sous le contrôle de Bintou Selankoua, du professeur Bintou Selankoua, qui pourra le compléter peut-être ou l'invalider. Mais le Karaj était réservé aux Dogons, en particulier aux Dogons et aussi au Bambara un peu au sud, ce qui était implanté au sud vers Djenné, et qui marquait justement une distinction, une différence entre Peul et non-Peul, avec sous couvert de musulmans non-musulmans, même si on est dans une instrumentalisation particulière. Abdoulba, quel rachat possible pour l'esclave? Alors, je réponds en deux temps, c'est-à-dire que moi j'ai essentiellement parlé des Rimaïbé, là, comme voilà, qui sont juridiquement libres, hein, donc ils n'ont pas à se racheter. Ils ont une problématique de domination et de subalternisme. Ils ont une autre problématique qui est celle de travailler sur des terres qui ne leur appartiennent pas pour une bonne partie d'entre eux, et ça, ce sont les sources de conflit. Ensuite, pour les esclaves domestiques, pour ceux qui sont restés, comme on appelle en Bambara, les Roloso, en Songhai, Horso, etc., pour eux, effectivement, il y a des procédures qui existent, c'est ce qu'on appelle le yafou, faire le pardon, qui n'est pas nécessairement un rachat et qui n'est pas non plus nécessairement à l'initiative de l'esclave. Et c'est même très souvent à l'initiative du maître. D'abord parce que c'est un acte pieux, hein, qui donne les baradjis, mais aussi parce qu'il y a des conditions d'entretien économique de ces esclaves qui est souvent problématique quand le maître est pauvre. Donc, on libère. Voilà. Donc, il y a des procédures, effectivement, qui sont codifiées, hein, qu'on appelle faire le pardon. Ibrahima, quelle mobilisation des mémoires? Bon, ben, c'est un vaste travail, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, si on prend le côté Dogon, par exemple, notamment sur la propagande de Danamba Sagou sur le plateau, ce qu'il mobilise comme mémoire, c'est la mémoire de l'esclavage. C'est-à-dire que le mot d'ordre, c'est les Peuls sont revenus, plus jamais ils nous réduiront en esclavage. Quand bien même l'esclavage sur les communautés Dogon n'ont pas été aussi effectifs que ça. Ils sont plus, et pour des raisons diverses d'ailleurs, parce que réduire en esclavage des gens qui habitent sur place, c'est toujours compliqué. Il vaut mieux prendre des gens déracinés, hein, pour qu'on ait véritablement des esclaves qui nous appartiennent et qui travaillent pour nous. Voilà, donc j'ai essayé d'être bref, monsieur le modérateur. Merci bien. Alors, dans la salle, je suis en train de voir, oui, approche-toi. Dambélé souhaite poser une question, faire une contribution. Ensuite, il y a une voix féminine qu'on va entendre. Et les deux, Dafa et Ag Suleiman. Alors, bonjour. Ma question est la suivante. Merci pour la présentation. Alors, est-ce que l'accord de Ténègou conclu entre la notation française et la Dina a eu des répercussions positives? Si oui, lesquelles? Merci. OK. Madame, présentez-vous. D'accord. Bonjour à tout le monde. Je suis Aïssata Kampo. Je voudrais poser une question à M. Jules concernant le lien qui existe entre ce phénomène de djihadisme qui s'est répandu dans le centre, si on peut le dire comme ça, et la Dina, parce qu'au début de son intervention, il a parlé de la Dina après du djihad. Moi, je voudrais savoir quel est le lien est-ce qu'il y a un lien entre le djihad de Sékou Amadou, si on peut dire comme ça, et le phénomène qui s'est répandu dans le centre actuellement. Merci bien. Ag. Approche-toi. Votre long. OK. Tu as 1 minute 30. D'accord. Bon, pour moi, c'est juste une contribution. Au fait, moi, je suis parfaitement d'accord avec vous lorsque vous étiez en train de dire que ça va au-delà au cœur d'aspects culturels. Parce que, en fait, le peuple, il faut le reconnaître, ils sont pacifiques actuellement. Je le dis pourquoi. Ils sont pacifiques parce que, en fait, c'est des gens, ils ne connaissent qu'en réalité leur troupeau.
OK? Quand vous prenez aujourd'hui la zone de Meneka, je parle sous contrôle de Gilles, s'il est à l'écoute. OK? De Charles Plit aussi, il est à l'écoute. Il connaît très bien la zone. OK? C'est des gens qui ont été toujours victimes par les autres communautés. On partait, n'est-ce pas, prendre leurs troupeaux de force. Oui. Alors, donc aujourd'hui, avec cette situation moderne, c'est une question de justice sociale qui a poussé certains à rejoindre certains groupes extrémistes. Parce que pour eux, au niveau du pouvoir central, ça a échoué. Justice n'a pas été faite. Donc pour eux, maintenant, pour se venger, OK, de ceux qui, depuis longtemps, les piétinaient, il faut prendre les armes, il faut s'armer. Et c'est pourquoi souvent, vous allez voir, on parle des troupeaux, des vaches qui ont été enlevées. En fait, ils essayent quelque part de récupérer, n'est-ce pas, leur bien qui leur a été longtemps pris. Parce que c'est de génération en génération qu'on transmettait, en fait, aux enfants ça. C'est comme quand vous prenez en 1960 ce qui s'était passé au Mali, en 70, 63, etc. Dans nos communautés. Donc, on transmettait ça. Des enfants ont été, des pères de famille ont été exécutés devant leurs enfants, leurs femmes. Donc, on transmettait l'histoire aux enfants. Donc, ils viennent également prendre la revanche parce qu'il n'y a pas eu de justice sociale. Donc, c'est un problème de justice sociale. Merci. C'est différent de ce que les gens interprètent. Merci beaucoup. Merci bien. Dafa. Oui, OK. Merci, professeur. Merci pour votre bien exposé. Moi, je voudrais savoir, vous avez évoqué les cas du foncier agricole accordé à l'aristocratie Peul depuis le temps de la DINA et reconduit aussi par l'État malien. Or, je pense que là, il y a une nuance historique. Du moment où la première république du Mali a adopté le socialisme d'inspiration marxiste, donc dès lors, l'État devient l'agent principal possesseur de toutes les terres. Alors, est-ce que l'État a reconnu le droit coutumier des terres sur les terres par peur de provoquer un soulèvement, ou c'était juste dans une logique de reconnaissance coutumière? Merci. Merci bien. Alors, Gilles? Oui. Tu as la parole pour réagir en plus de parole. OK, merci. Alors, pour la première question sur l'accord de Tenenkou, bon, peut-être je n'ai pas été très clair, mais c'est évidemment un accord qui n'a pas tenu très très vite, hein, qui s'est délité l'année qui a suivi quasiment. Mais en revanche, il y a eu des conséquences, c'est-à-dire que cette forme de métayage, dans l'esprit en tout cas, a été complètement intégrée du point de vue des Rimaïbé. Mais du point de vue des Peuls, on va dire que voilà, le fait d'être descendant d'esclaves sur nos terres à nous fait que ce métayage n'a jamais été véritablement acté. Et pour des raisons aussi d'intérêt économique, c'est que le métayage ne les arrangeait pas. C'est-à-dire que ce qu'ils en tiraient, en tout cas au début, ce qu'ils en ont tiré était en rupture par rapport à ce qu'il y avait avec le Djangal. Donc, positif, j'ai essayé de montrer dans cette communication que c'est précisément le déroulé de cet accord de Tenenkou qui reconnaît par le droit positif, par le droit colonial, la propriété foncière des Peuls de naissance, des Rimbé, qui est un des éléments de la conflictualité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où la terre est fonciarisée, hein, c'est-à-dire où on a une politique de mise en valeur financière, monétaire de la terre, d'un seul coup, il y a un enjeu d'accès à cette propriété qui n'existait pas autrefois dans le régime de ce qu'on appelait le droit coutumier ou le foncier coutumier. Hein. Voilà. Et ça devient, et notamment aux abords des villes et des villes secondaires, un enjeu extrêmement important. On en parlait tout à l'heure avec Ibrahima. Voilà. Aïssata, le lien entre djihad de Sékou Amadou et ce qui se passe aujourd'hui.
Bien sûr qu'il y a un lien. On pourrait te poser la même question si tu avais pu interviewer Sékou Amadou à l'époque et demander est-ce qu'il y a un lien avec le djihad du prophète? Non, il n'y en a pas a priori, sauf qu'il y a une ressource idéologique qu'on appelle la guerre sainte. Cette guerre sainte, elle est activée contre les ennemis de l'islam, contre ceux qui asservissent les musulmans. Hein? C'est la rhétorique. Donc après, on peut désigner l'ennemi de l'islam comme on veut. Je rappelle qu'on a parlé tout à l'heure de El Hadjouma, El Hadj Al-Fouti, il a désigné comme ennemi de l'islam les gens de la Dina de Hamdallah. Et il a justifié son djihad comme cela. Donc ce djihad du XXIe siècle, il ne refait rien d'autre, que ce soit le djihad au nord du Mali ou que ce soit le djihad au centre, enfin la Katiba Massina, il ne fait rien d'autre que de reprendre une rhétorique et de mettre en place un ennemi qui justifie le djihad. Sinon, on ne cherche pas de correspondance coranique, évidemment, entre les djihads, parce que là, on va se perdre, et moi, je ne suis pas du tout expert de ça. Il y avait une contribution sur les peuples exploités par tous, et donc c'est une question de justice et de vengeance. Bon, j'y reviens pas, elle était assez partisane comme contribution, mais évidemment, c'est le retour de bâton. C'est effectivement le révisionnisme historique, ce qui a été conclu historiquement et qui a conduit à créer une nouvelle aristocratie. Je rappelle que la Dina a mis en place une nouvelle aristocratie militaro-religieuse qui vient se substituer aux aristocraties traditionnelles qu'on appelait les Arbe, les Geladio, et tous ces gens-là de Gundaka, etc. Donc, la Dina a mis en place une nouvelle aristocratie. Et c'est pour ça aussi que la question des enjeux fonciers se double. C'est-à-dire que du point de vue d'un certain nombre de peuls et de lignages peuls anciens, traditionnels, la propriété est déniée. Donc, on a vraiment ces soucis-là. Enfin, Ahmed Darfa, sur la propriété des bœufs versus, bon, j'en viens d'en parler un petit peu, effectivement, très longtemps, en 1960, mais ça a duré aussi sous Moussa Traoré, cette idée que la terre appartient à l'État, le sous-sol appartient à l'État, mais la terre aussi appartient à l'État, et que finalement, les gens n'ont qu'un droit d'usage, si j'ose dire, a été totalement révisé aujourd'hui, puisqu'on a reconnu ce qu'on appelait le foncier coutumier, d'une part, et d'autre part, on a mis en place la fonciarisation, dont vous connaissez, disons, les enjeux, qui sont des enjeux de développement économique, d'accès au crédit bancaire, etc., et de manière à ce qu'on puisse avoir une valeur sur la terre à monnayer et comme garantie, quoi. Voilà, donc il y a toujours eu de toute façon cette ambiguïté, mais quand il y avait des procès de foncier, les procès fonciers s'appuient sur les documents produits par les uns et les autres. Et lorsque un propriétaire vient avec un acte de propriété signé par la Dina, peu importe, il n'a pas été remis en cause, il a même été confirmé sous le droit positif colonial, et il reste une valeur à défaut de produire un autre certificat ou une autre attestation de propriété qui soit légalisée par le Mali. Tant qu'il n'y a pas ces papiers-là, et il n'y a pas ces papiers-là, les autres conservent le droit. Bien, merci bien Gilles. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un d'autre ou en ligne? Il n'y en a pas. Alors, s'il n'y a plus d'intervention, je souhaite redonner la parole à chacun des panélistes, à commencer par Daouda Diop pour ses derniers mots, puis Charles Grémont pour nous dire aussi, chacun on peut dire combien? En 2 minutes? Chacun en 2 minutes. Vous avez donc chaque panéliste, Daouda Diop, Charles Grémont et Gilles, vous aurez chacun 2 minutes pour nous dire des choses importantes que vous souhaiterez partager, mais que vous avez oubliées, parce que vous n'avez pas pris le petit déjeuner ou je ne sais pas. Donc, un dernier tour de table avant que je ne moi-même livre quelques mots de conclusion. Bon, alors, bonjour, moi je pense que ça va, j'ai pris un très bon petit-déj, loin de Dakar, loin des aléas du temps, donc loin de la pollution. Ça va, je pense que ce qui est intéressant, c'est de trouver un peu le lien entre Jules, Charles et moi. Et je pense que cette question est à retravailler, pas à retravailler, mais à enrichir pour trouver le lien entre en fait l'espace qui lie ces 3 frontières, enfin l'espace des 3 frontières entre le Mali, la Mauritanie
et l'espace sénégalais. Je pense que l'esclavage par ascendance est une réalité. Le subalternisme, oui. Les questions foncières aujourd'hui, en tout cas pour le cas du Sénégal, et aller jusqu'à ce que l'État, en ce moment, a mis sur pied un projet de sécurisation du cadastre, mais qui ne saurait en fait évacuer la problématique foncière, ce qui signifie que la recherche scientifique en fait doit être au cœur de préoccupation, en tout cas pour les universités sénégalaises. Et je pense que d'où la richesse de ce séminaire, puisque on se retrouve donc autour d'une problématique très intéressante. Et je pense que ce serait aussi important, je ne sais pas moi, un colloque, un symposium de travail sur cette question qui est devenue une réalité et qui est au cœur de préoccupation des États. En tout cas, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Mais Makoter, qui jusqu'à aujourd'hui en fait, développe l'interdisciplinarité et qui permet et aux étudiants et aux chercheurs en fait, d'être au cœur des problématiques nouvelles. Donc, merci beaucoup à Gilles, surtout merci à Charles et à Fatimata. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais dire. Bien, merci bien, Daouda. Charles? Oui, merci Daouda pour tes mots. Alors peut-être juste une petite contribution en forme de questionnement. J'ai vu tout à l'heure, j'ai entendu la question là, de Souleymane qui fait sourire quelques personnes dans la salle en disant les Peuls sont pacifiques là, dans la région de Ménaka. En fait, c'est pas dénué de sens parce que ce que j'ai pas eu le temps de dire, c'est que en fait, il y a eu un effet de rattrapage d'investissement dans l'économie guerrière de par les Peuls, dans laquelle ils n'étaient pas. Au même titre que les Daousak se sont rattrapés aussi, après des générations, après avoir été maintenus ou s'être maintenus eux-mêmes dans un rôle pacifique, ne revendiquant rien, en tous les cas les armes à la main. Dans les années 90, à la fin des années 90, j'ai dit tout à l'heure que les Daousak avaient été marginalisés et laissés pour compte dans les intégrations, mais ils étaient quand même armés. Ils ont gardé leur potentiel de militaire et en fait, ils s'en sont pris effectivement au troupeau des bovins des Peuls qui transhument dans cette région frontalière depuis bien longtemps, alors que les mêmes Peuls, des Tolabé ou autres, ceux qu'on a appelés les Peuls marginalisés, eux n'étaient pas armés, quoi. Donc il y a eu vraiment... et ce que je tiens à dire aussi, c'est que l'enlèvement des troupeaux, en fait, s'est fait avec la complicité, et ça s'est reconnu par tous, de l'État malien à travers ses commandants de cercle et ses gouverneurs de région, à travers les notabilités locales aussi. Donc c'est vraiment ce que disait Souleymane, il y a un effet de retour de bâton aussi, comme le disait Gilles, qui est vraiment à prendre en compte et qui pointe directement le laisser-faire ou l'engagement, la complicité de l'État à ce niveau-là. Et pour finir là, sur ma question, en fait, comme vous savez, l'État islamique contrôle l'ensemble de la région de Ménaka, si ce n'est la ville. Moi, je ne sais pas vous dire aujourd'hui si il y a un objectif clair, s'il y a une stratégie là, de la part de cet État islamique. Est-ce qu'ils veulent prendre le territoire et pour le confier justement à des familles Peuls qui ont été chassées là, du Niger par la progression du front agricole Djerma, et comme Gilles l'a dit aussi, tous les conflits fonciers dans les trois pays, le Burkina, le Niger et puis le Mali, ont souvent été tranchés au profit des agriculteurs contre les pasteurs nomades. Donc il y a cette révolte aussi là des pasteurs nomades. Donc il y a eu des massacres de villages, de civils, tout le monde est parti se réfugier à Kidal, dans la ville de Ménaka, etc. Mais à ma connaissance, il n'y a pas, pour le moment, en tous les cas, l'implantation de familles Peuls et de troupeaux Peuls, aussi parce que le rapport au territoire et le rapport à l'exploitation des ressources n'est pas la même pour les pasteurs Peuls, pour les Tolabé, qu'elle ne peut l'être pour les Daousak ou pour les Touaregs, qui ont un rapport beaucoup plus ancré au sol et beaucoup plus ancré au territoire. Donc, il y a certaines interrogations là, qui planent toujours sur les objectifs et les stratégies de ce mouvement qui, pour le moment, même s'il a connu quelques revers là, dans le Gourma récemment avec les Jnim, mais en tout cas, voilà, sur
Voilà, donc, il ne sera pas temps de redistribuer la parole, mais c'est une question assez importante pour la suite, me semble-t-il. Et merci encore à vous tous. Merci Charles. Gilles? Gilles? Le micro, s'il te plaît. Oui, merci. Je vais être bref parce que je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je crois que ce qui est quand même intéressant et important, c'est qu'effectivement, la recherche ne s'intéresse pas simplement aux aspects factuels, mais qu'elle s'efforce d'aller travailler sur les univers de sens internes et sur la manière dont on peut mobiliser des ressources de violence pour rétablir des rapports de domination, etc. Je crois que ça, c'est très important. On voit que la question foncière, c'est-à-dire le foncier agraire et le foncier pastoral, est vraiment un enjeu extrêmement important qui a rarement été traité de cette manière-là, à part peut-être quelques travaux. Je pense à Jackie Bouju, qui était, je ne sais pas s'il est toujours là, peut-être qu'il voudrait intervenir à son tour. Mais le foncier me paraît être en soi une des problématiques majeures parce que justement, il fait exploser la question des clivages communautaires, ethniques, identitaires. Parce que le foncier, ce n'est pas seulement là où on cultive, c'est là où c'est des ressources économiques, ressources pour les troupeaux, ressources pour la culture. Et donc, là, il y a une conflictualité, sous-jacente, inhérente plutôt, à cette question du foncier et au fait que le foncier devient aujourd'hui non plus une ressource vivrière, mais une ressource monétaire. Donc ça, c'est pour moi un deuxième niveau important qu'il faut appréhender. Ensuite, il y a la question du subalternisme, ou du rapport de domination historiquement constitué, avec cette question de l'esclavage qui n'a pas été évoquée comme telle dans l'exposé de Charles, mais qui l'a été dans celui de Daouda, qui l'est dans le mien, et qui a été rappelé par Brema tout à l'heure, qui est un phénomène qui d'ailleurs n'est pas que malien, qui concerne beaucoup, toute la zone sahélienne, avec des traumatismes bien réels aujourd'hui et qu'il faut s'y attaquer. Il ne faut pas s'y attaquer ni en juriste, ni en moralisateur, il faut s'y attaquer en termes d'analyse des réalités sociales et des rapports sociaux. Enfin, je voudrais signaler que nous sommes, qu'on espère pouvoir monter à partir de ce séminaire qui est un séminaire un peu introductif, où une équipe de recherche sur cette question du djihad par ascendance, dont on a vu qu'il y a plusieurs, qu'on peut le décliner de plusieurs manières. Il peut y avoir un djihad sans État islamique, c'est le cas sénégalais, ou un échec de fonder un État islamique, mais en revanche, le djihad, malgré tout, s'est intéressé au foncier, et ça c'est aussi intéressant. Et une ascendance aussi qui est une ascendance par rapport au fait d'aller chercher du sens, d'aller chercher une ressource de violence qui s'appellerait le djihad. Et donc, du coup, c'est aussi s'interroger sur justement le phénomène de production djihadiste, d'endogénéisation du djihad ou du djihadisme, qui paraît très important parce que c'est aussi l'analyse que la société doit faire d'elle-même, qui est le préalable à une quelconque réconciliation. Donc voilà, on essaye de pouvoir, on espère pouvoir mettre en place un projet de recherche sur cette question du djihad par ascendance, et nous reviendrons vers vous à travers colloques, autres séminaires, etc., etc. Voilà, merci. Merci bien, Gilles. Nous étions dans le séminaire général du LMI Maputer qui était intitulé « Le djihad par ascendance, subalternisme, mémoire et enjeux fonciers au Sahel ». Nous avons eu droit à 3 interventions de belles factures animées successivement par Daouda Diop, Charles Grémont et Gilles. Je vais tenter un ramassis rapide des 3 interventions. Dans son intervention, l'exposé donc de Daouda Diop a porté sur le djihad madianké d'Amadou Sekouba du 19e siècle. Selon lui, ce djihad avait pour objectif de soumettre les autres groupes ethniques à une doctrine rigoriste de l'islam,
La religion et les terres étaient donc au cœur de son exposé et de son analyse. Il a abordé la dimension du contrôle des ressources et des hommes. Cheikhou Ba avait une perception particulière, soumettre donc les noms de couleur, notamment les Wolofs, et les soumettre notamment au régime foncier et au régime spirituel. Dans cette optique, il a installé donc des moukadam, des marabouts, dans une logique de contrôle des terres de divers terroirs. Cette volonté a rencontré des résistances locales, notamment des autres communautés, qui ont trouvé au pouvoir colonial une opportunité de s'allier et de résister dans une logique de protection de leurs terres et de leur mode de vie. Et finalement, dans son exposé, il a montré que les femmes ne sont pas restées en marge de cette dynamique parce que dans son exposé, il a mis l'accent sur la problématique de la cohésion sociale et à travers le truchement du mariage, même si c'est un rôle secondaire entre guillemets, les femmes ont joué un rôle essentiel, celui des alliances qui ont permis le mélange entre tout couleur et Wolof et cela a tant soit peu permis au régime madianké d'exercer son autorité sur d'autres espaces fonciers. Dans son intervention, Charles Grémont, prenant la parole donc à son tour, a proposé de regarder les conflits en cours, notamment chez les Daousahak, dans les régions du Nord, à travers le rapport de domination et de leur contestation. Alors, il fait une sorte de micro-histoire en pointant le regard sur un groupe Daousahak au nord du Mali qui se singularise avec sa langue, donc faite d'emprunts Songhai et Tamaché. Les Daousahak demeurent un groupe considéré comme subalterne et marginalisé, malgré leur supériorité numérique. Il s'agit d'un peuple de paix et d'élevage qui ne participait pas au djihad et qui suivait donc son économie et sa religion, car c'est un groupe très islamisé. Il relève que ce qui manquait finalement ce groupe en termes de ressources, c'était la force des armes. Et cette force a été acquise grâce d'abord à la rébellion des années 90 qui a fait donc constitué un effet d'opportunité. Les Daousahak se sont constitués en groupe d'autodéfense dans un premier temps dans une logique de protection des animaux contre les anciens suzerains. Et à partir de 2012, une autre opportunité s'est offerte aux membres du groupe parce que certains, même si ils sont une minorité, vont intégrer le Moudjahou, d'autres en Sardine et d'autres groupes djihadistes, ou en tout cas considérés comme tels, parce que le Moudjahou, pourquoi? Parce que le Moudjahou représentait le mouvement des subalternes, c'est-à-dire des sans-voix, ceux qui n'avaient pas voix au chapitre. Et ensuite, une autre partie des Daousahak aurait rejoint la rébellion animée par le MNLA, Mouvement de libération de l'Azawad. Charles Grémont a rappelé l'importance des compétitions, rivalités familiales au sein du groupe Daousahak pour dire que bon, finalement, ce n'est pas un groupe homogène. Ces rivalités internes sont déterminantes, dira-t-il, dans les raisons de l'engagement des jeunes. L'IGS est perçu comme un mouvement en faveur de la mobilité sociale. C'est pour cela que certains d'entre eux auraient rejoint ce groupe. Les ruptures d'alliance se complexifient et évoluent de nos jours, et les maîtres d'hier ne sont plus forcément les maîtres d'aujourd'hui. La création du MSA, dirigée par l'honorable Moussa Gafir-Atman, a eu un impact sur les logiques de positionnement des Daousahak, qui aussi essaient d'observer la direction du vent pour déterminer l'adhésion ou non à tel ou tel autre groupe. En dernier lieu, on note la guerre des pasteurs nomades Peul et la Daousahak qui va au-delà du djihad, et parce que c'est davantage le fait de communautés concurrentielles autour des ressources. Et finalement, il apparaît que le contenu religieux est utile, mais la raison de l'engagement des Daousahak est davantage une lutte pour l'émancipation. Prenant en fait la parole, M. Gilles Holder nous a entretenu sur la situation du djihad, enfin en tout cas au centre du Mali. Il s'agit notamment de la question de l'endogénéisation du djihad qui a été le fil conducteur de son exposé. Gilles est revenu sur les grilles de lecture les plus avancées par les analystes, qu'ils soient pressés ou avertis, et qui davantage mettent l'accent sur comme facteur d'engagement des jeunes dans les groupes extrémistes violents. Parmi ces facteurs, il s'agit notamment de la surexploitation de la terre qui serait à l'origine de la conflictualité locale. D'autres analyses
mettent plutôt en avant la question de la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire la faiblesse, l'absence de l'État ou de ses représentants, et cette mauvaise gouvernance qui n'a pas permis de réguler l'accès et la gestion des ressources, et finalement aurait conduit à des frustrations et donc à l'engagement de certains. Alors pour Gilles, l'élément manquant de l'analyse de toute façon, c'est la prise en compte des luttes pour l'émancipation. Et au cœur de son exposé, il a mobilisé l'histoire et la mémoire dans une lecture socio-anthropologique pour montrer comment des mémoires des groupes sociaux sont faites de douleurs et comment cela a conduit à l'engagement des Rimaïbé dans la partie donc centre du Mali. Voilà. Et il rappelle comment Amadou Koufa en fait a diffusé à travers WhatsApp des prêches, une sorte de rhétorique en tout cas contre les vieilles aristocraties et contre l'État. Les descendants des captifs donc sont mobilisés par le discours de Koufa qui envoie une opportunité pour s'émanciper. On assiste alors à une sorte de fragmentation de la violence légitime dont l'État ne serait plus le seul dépositaire. La DINA, voilà, donc il a donné des exemples sur la DINA et tout, la population non, je vais passer tout cela. Quoi qu'il en soit, dans son exposé, il essaie de montrer comment la DINA a assujetti de nombreuses communautés et comment les responsables de la DINA ont organisé l'économie pour les besoins, pour leurs besoins, et notamment donc les impôts payés par les non-musulmans, par les musulmans, etc. Et ensuite l'État moderne, les rapports donc comment finalement l'administration coloniale a tenté de réguler ces rapports de domination en permettant une certaine émancipation donc des Rimaïbé. Et donc ces dynamiques-là ont continué et l'État moderne, donc on va dire l'État, le Mali indépendant, aussi est au cœur de ces dynamiques. Quoi qu'il en soit, les Rimaïbé restent un groupe dominé. Voilà. Et donc qui aujourd'hui tente à travers le djihad de s'investir dans une logique donc de mobilité sociale. Voilà. Donc à mon avis, les questions qui méritent d'être davantage creusées, c'est le rôle des terrérés, qui sont les voleurs de bétail, qui grossissent aussi le rang de la Katiba Massina, mais aussi le rôle des Peuls de la zone exondée, qui ne sont ni Rimaïbé, mais qui, dans certains cas, appartiennent justement à l'aristocratie Peul et qui ont des problèmes avec les bureaux de la zone inondée. Donc, merci à tous. Sans être plus long, vous pourrez visualiser ou visionner, on peut dire, l'enregistrement du séminaire dès que possible. Makoter prendra les descriptions pour mettre à votre disposition. Donc, merci à tous et puis bon appétit. Merci beaucoup. La séance est bien suspendue. Ceux qui veulent rester peuvent, il y a des livres. Vous pouvez continuer à... Elle est levée ou elle est suspendue? Elle est levée. Ah, ouais. Elle est levée, mais ceux qui sont en salle peuvent continuer à lire les documents qui sont dans votre bibliothèque. Merci à vous tous. Merci bien, merci. Avec une salutation spéciale pour Bintou Salankwa. Mention spéciale aux participants. Voilà. Merci. Ah, c'est parce que c'est de femmes. Ah, tu as vu, hein? Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Ah, voilà, c'est pas. Il faut pas ça.
Bon, allez, salut Charles. Au revoir à tout le monde, Stéphanie, Daouda. Au revoir, bon Merci, été. à bientôt. Ouais. Bon été à tout le monde.